7, 6, 4, 3, 2, 1. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien? Super, merci. Est-ce que vous voyez bien le PPT à l'écran? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, super. Merci beaucoup. Très bien. Je suppose qu'on démarre maintenant, on n'attend pas. Hein. Alors, au long du webinaire, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat et Laurent et moi y répondrons à la fin. Le thème de ce webinaire aujourd'hui que je vais co-animer avec Laurent, c'est réussir votre projet de paye. Donc, on va voir la méthodologie et les bonnes pratiques pour une implémentation sans faille. Je vais d'abord laisser la parole à Laurent pour se présenter ainsi que sa société. Et puis ensuite, je reprendrai la parole. Donc, Laurent, à toi de jouer. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis Laurent Gué, je suis le responsable du pôle pardon, AMOA et SIRH au sein de MP People, qui est une filiale de Magellan. Magellan, c'est une société qui a été créée en 2008, qui fait 350 millions de chiffre d'affaires. On est 2500 collaborateurs et au sein de 13 entités, et plus particulièrement sur la branche que j'anime, qui est la branche MP People. Qui s'occupe, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Amélie. Voilà, qui s'occupe notamment de l'AMOA SIRH. Donc, on fait du conseil en transformation de métier, de l'organisation efficience de la fonction, des feuilles de route organisationnelles, de l'accompagnement à l'outsourcing de CSP. On fait également donc la partie qui va nous préoccuper aujourd'hui de l'AMOA SIRH avec du schéma directeur, avec l'étude d'opportunité jusqu'à l'aide au choix, l'assistance au pilotage du SIRH et aussi la digitalisation des processus et aussi du conseil en méthodologie contrôle de paye. On a également un campus RH, on est organisme de formation certifié Calliope où on fait des formations sur l'accompagnement ACE, ça c'est notamment pour les clients ADP, mais aussi sur les fondamentaux de la paye, la gestion de la maladie, la GTA, les tableaux de bord. Et on a également un département qui est transition paye. C'est en fait quand vous avez une rupture de compétences, on est capable de mettre à disposition des gestionnaires de paye compétents immédiatement opérationnels. Voilà pour la présentation. Bien, je te remercie Laurent. Je vais passer à la présentation de Talentia. Donc, Talentia, c'est une entreprise qui compte 430 collaborateurs en Europe, dont environ 250 en France. La maison mère est située en France. Et donc, on est éditeur de logiciels de paye et RH et finance. C'est aussi 2000 clients ETI en Europe, environ 62 millions de chiffre d'affaires en 2024. Et nous couvrons tout secteur d'activité. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait de la paye DRH avec un parcours qui accompagne le collaborateur du recrutement à la paye en passant par la formation et divers portails collaboratifs. Et une suite finance qui couvre le cycle complet en allant de la compta à la consolidation en passant par le reporting ou encore la gestion de trésorerie. Voilà. Pour l'agenda du jour, nous verrons donc les enjeux d'un projet paye, puis constituer et mobiliser une équipe projet pluridisciplinaire. On verra ensuite les différentes étapes d'un projet, les facteurs de risque et clés de réussite. Ensuite, Laurent nous partagera un retour d'expérience. Et puis ensuite, on passera à vos questions-réponses. Donc, hop, Laurent, je te donne la parole. Sur les enjeux majeurs d'un projet paye, oui, les enjeux majeurs d'un projet paye, ils sont au nombre de 5. Le principal, évidemment, c'est la conformité réglementaire.
dans un contexte effectivement d'évolution constante et de législation sociale et fiscale qui bouge régulièrement. Il y a en moyenne plus de 70 modifications réglementaires par an. Il est important de s'assurer une conformité réglementaire. La sécurisation de la reprise des données, c'est un enjeu essentiel aussi d'un projet paye. On a souvent tendance à négliger cette partie-là, mais cette partie est aussi importante que la conformité du réglementaire. C'est assurer aussi une continuité de service pendant la transition. C'est effectivement aussi un projet, un changement de SIRH, un projet qui est très chronophage et qui nécessite une mobilisation des équipes paye. Le quatrième enjeu, c'est l'adhésion des équipes au changement. Comme tout changement, l'humain a horreur du changement. Il est important d'anticiper cet aspect-là et de mobiliser les équipes. Et puis, c'est aussi, évidemment, quand on change, c'est dans une optique d'optimisation des processus et de gain de productivité. Tout à fait. Merci, Laurent, pour le partage de ces enjeux d'un projet paye. Ensuite, le socle d'un projet paye, c'est déjà de constituer et mobiliser une équipe projet disciplinaire. Donc, les différents acteurs clés qu'on peut avoir sur un projet. Alors, nous, chez Talentia, on fonctionne avec une organisation miroir. Donc, les différents acteurs que je vais vous présenter, on les considère côté client, mais on a l'équivalent côté éditeur. Donc, un projet SIRH, c'est multi-compétences. Actuellement, on n'a pas d'interlocuteur qui possède l'ensemble des compétences nécessaires à la réussite d'un projet paye. On aura besoin de compétences paye, de compétences RH, de comptable, de compétences déclaratives, informatiques pour les interfaces et les flux. Donc, il faudra identifier des experts pour chaque domaine. On va également avoir plusieurs niveaux d'interlocuteurs pour les différents niveaux de prise de décision. Donc, on va avoir un sponsor projet qui porte les engagements contractuels du client et qui effectue les arbitrages quand nécessaire. Ensuite, on a un directeur de projet qui va coordonner les différents acteurs du projet et qui sera le garant du respect du planning. Il doit avoir un niveau de responsabilité qui lui permettra de prendre des décisions et de signer des documents un peu importants à des étapes clés du projet, comme la signature des PV de recettes à la fin des analyses ou la signature du PV de recettes à la fin de la phase de recette, qu'on appelle aussi le go-no-go. Ça, c'est pour le directeur de projet, plutôt les directeurs de projet. Les experts métiers, eux, sont en charge de collecter toutes les informations qui seront attendues par Talentia sur chacun leur domaine d'expertise. Ils valideront les analyses. Et puis ensuite, ils seront en charge de tester et valider le SI à la livraison du paramétrage. Son rôle et son expertise sont cruciales dans la réussite d'un projet. Plus les analyses seront justes, plus la phase recette sera sécurisée. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter dans les différentes étapes du projet. Ensuite, il nous reste deux autres acteurs. On a le correspondant. Pardon, c'est allé un peu vite. Le correspondant technique et réseau qui, lui, est en charge de toute la partie connexion, réseau, les flux avec les différents outils qui auraient besoin de se parler. Il garantit également le respect des prérequis qui, là, sont un petit peu techniques. Ensuite, on va avoir un cinquième interlocuteur, mais pas toujours. Et là, je vais laisser la parole à Laurent parce que c'est son domaine d'expertise. On parle de la maîtrise d'ouvrage. Oui, effectivement, comme on le disait en préambule, un projet de changement de SIRH est un projet qui est extrêmement chronophage. On a parfois besoin de se faire assister sur cette partie-là, notamment soit en termes de compétences, soit aussi en termes de bande passante. Et on peut se faire accompagner par un directeur de projet. Et les différentes instances qu'Amélie évoquait peuvent se faire à plusieurs niveaux, donc ou assurer une transition entre l'éditeur et le client de manière à faciliter le dialogue, c'est-à-dire souvent les éditeurs ont leur propre langage et le fait d'avoir un directeur d'AMOA qui est compétent et qui maîtrise ce double langage, ça permet de faciliter le dialogue, ça permet aussi effectivement de piloter le projet, de suivre le calendrier, de mettre les alertes au bon endroit et également accompagné d'un expert de pouvoir faciliter le remplissage du cahier d'analyse, par exemple. Tout à fait.
Est-ce que, Laurent, tu peux nous parler également de la gouvernance d'un projet et des différentes instances de pilotage qu'on va retrouver? Tout à fait. Alors, parmi les instances, il y a les ateliers de travail. Ça, c'est classique. Ça permet de remplir le cahier d'analyse. Ça permet de façon organisationnelle, par domaine fonctionnel, de travailler sur les différentes phases du projet. Ça permet également d'arbitrer sur l'avancement. Et au-dessus, on peut trouver le comité de projet à une fréquence variable. Hein, ça dépend de la taille du projet. Ça peut être bimensuel ou ça peut être hebdomadaire. Le pilotage, le comité de projet, ça fait le pilotage opérationnel du projet, ça rend les arbitrages opérationnels, ça coordonne les différents chantiers et statuts sur les priorités, ça valide les travaux des différents intervenants, on valide aussi les options de paramétrage retenues éventuellement, et puis on soumet au comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est au-dessus pour des projets un peu plus importants. Ça soumet au comité de pilotage les choix retenus dans les domaines qui lui sont réservés. Et les domaines du comité de pilotage, c'est plutôt le pilotage stratégique du projet, les décisions en termes d'organisation et de suivi, le suivi budgétaire et le suivi des risques. Bien. Merci, Laurent. On va passer aux différentes étapes du projet. Avec la première étape qui, pour moi, se situe en amont du projet avec la réalisation d'un audit de l'existant. Et là encore, du coup, Laurent, je vais te demander de nous en parler un peu parce que souvent, tu accompagnes des clients dans cette étape-là qui est vraiment en amont du projet, en rapport avec les clients. Souvent, un projet de changement de SIRH commence par un audit de l'existant. On commence par identifier la cartographie des processus actuels. On répertorie les points de douleur. On inventorie aussi des règles de paye spécifiques. Dans la plupart des cas, il est très souvent, les règles sont pas encore écrites ou elles sont un peu disséminées un peu partout. Donc, on a besoin de commencer par un livre blanc, par exemple, qui va servir de base derrière à la rédaction du cahier des charges. Et puis, effectivement, une fois qu'on a identifié les points de douleur, on identifie aussi les opportunités d'optimisation. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on définit les objectifs, c'est-à-dire quel serait l'objectif de changer le SIRH. Du coup, une fois qu'on a établi cet audit et qu'on a fait le choix de son éditeur, on va lancer le projet. Donc, dans les grandes lignes, les différentes étapes d'un projet, on va avoir donc, première étape, le cadrage du projet. Ensuite, les ateliers d'analyse. À l'issue des différents ateliers, on a la signature d'un PV de recettes où donc on valide que tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a écrit en termes d'analyse sur les différents domaines sont validés. Ensuite, on peut attaquer la phase de paramétrage. En parallèle, on travaille à la reprise des données également, qui sera nécessaire à l'ouverture de la période de recettes. À l'issue de la phase de recettes, on aura une nouvelle étape de validation avec la signature d'un PV de recettes ou de go-no-go pour dire si on met en prod ou pas. Et voilà, donc le client indique s'il est satisfait des tests réalisés et il donne son accord pour la mise en production. La dernière étape sera donc la mise en production qui concrétisera l'aboutissement de ces mois de projet. Après cette vue macro, je propose de rentrer dans le détail des différentes étapes en commençant à vous donner quelques petites clés de réussite. Donc, concernant cette première étape qui est le cadrage. Le cadrage, il sert à partager les enjeux et les objectifs du projet. Pour qu'un projet soit réussi, il faut en connaître les objectifs, d'où l'importance d'avoir fait un audit en amont dans lequel on aura identifié tous les enjeux du projet. Lors de ce cadrage, on présente également le projet ainsi que son périmètre et le planning à l'ensemble des acteurs du projet. Lorsqu'on élabore le planning, c'est hyper important de tenir compte de délais réalisables avec idéalement quelques jours de marge de sécurité pour prévoir les aléas et ne pas mettre en péril tout le projet, en tout cas tout le planning d'un projet, dès lors qu'un jalon ne serait pas respecté. Moi, personnellement, j'ai régulièrement des clients, alors je vais parler des clients, mais il n'y a pas que les clients, mais quand un client ne tient pas le planning défini en début de projet, je suis bien contente d'avoir prévu dans mon planning quelques jours de sécurité qui me permettent de pouvoir maintenir tout mon planning
et maintenir les grands jalons que sont l'ouverture de la recette et la mise en production. C'est souvent des grandes dates qu'on ne veut pas décaler, ou en tout cas que si on décale, ça a des impacts importants. Lors de ce cadrage, on précise aussi les rôles et responsabilités de chacun au sein du projet et on présente les différents acteurs. Et c'est l'occasion, si tout le monde est présent, de commencer à fixer les dates des ateliers d'analyse qui vont suivre juste après. Donc, on a ensuite l'étape des ateliers d'analyse. Donc, parce que les analyses sont réalisées sous forme d'ateliers thématiques, puisqu'on a plusieurs domaines d'expertise. Donc, l'objectif est de décrire et rédiger les différentes règles sur chacun des domaines. Il va s'agir de la paye, mais aussi des interfaces, de la comptabilité, de la DSN. Voilà. Donc, la phase d'analyse, elle est hyper importante. Pour moi, elle fait partie des 2 étapes les plus importantes d'un projet avec la recette, qui pour moi sera la 2e étape très importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une analyse bien faite, c'est-à-dire des règles claires, simples et partagées, c'est la clé d'un paramétrage fiable et donc une recette plus fluide. Si j'ai mal décrit mes règles au moment de la phase d'analyse, en phase de recette, je vais avoir des résultats qui seront non conformes à mes attentes. Je vais devoir redonner des règles. L'éditeur va devoir reparamétrer et le client devra les retester à nouveau. Donc, tout ça, ça alourdit la charge qui est déjà très, très importante au moment de la phase de recette d'un projet dont on va parler après. Et du coup, tout le temps que j'ai passé à refaire des tests sur des thématiques, c'est des tests que je ne fais pas sur d'autres sujets, par exemple. C'est là du reste, Amélie, où le rôle de la MOA est très importante aussi. C'est justement d'accompagner le client dans la complétude du cahier d'analyse, dans les arbitrages à faire, et tu l'évoquais aussi, les arbitrages à faire au niveau des nettoyages des tables, au niveau des décisions à prendre au niveau de la codification, par exemple. C'est des choses qui sont quelquefois négligées et on s'aperçoit après post-démarrage que en y ayant passé un peu plus de temps, on aurait évité certains arbitrages. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'allais dire, que la phase d'analyse, elle permet aussi de commencer à préparer les ateliers de reprise de données et le périmètre qu'on va définir ensemble en fonction de ce qui a été vu en analyse. Si, en effet, je veux faire du ménage dans les tables, oui, mais si je décide de faire du ménage, ça veut dire que je ne peux pas reprendre les historiques. À l'inverse, si je veux reprendre tous mes historiques, il faut que je définisse des transcos entre toute l'ancienne nomenclature de l'ancien éditeur et la nouvelle nomenclature. Donc, ça génère une charge. Donc, c'est important de se poser la question pour chacun de ces choix, quel choix je fais en fait. Et c'est vrai que pour toutes ces questions qui, pour moi, doivent se poser durant le projet, c'est important de se les poser. Et en effet, l'éditeur et la MOA peuvent être de bons conseils pour se décider par rapport aux expériences. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on rappelle souvent aux clients qu'il vaut mieux une règle simple qui fonctionnera pour 95% des cas plutôt qu'une usine à gaz qui serait difficilement maintenable dans le temps et qui, du coup, générerait une surcharge à un autre moment. Voilà, une fois les analyses faites et validées, nous passons à la phase de paramétrage, donc là qui se situe plutôt côté éditeur. On va commencer par paramétrer le socle, le référentiel, puis toutes les règles de paye spécifiques au client. Et en parallèle, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs, on va également paramétrer les interfaces qui fonctionneront avec les autres systèmes tiers. C'est la phase du projet où le client est le moins sollicité, surtout si les analyses ont été bien faites. Parce que si on n'a pas tout parcouru pendant les ateliers d'analyse, les consultants paye peuvent à nouveau solliciter le client au moment où ils font leur paramétrage pour revérifier des règles, ou au moment où on paramétrer, ils se rendent compte que on a oublié de préciser tel ou tel cas. Donc, on peut ponctuellement poser des questions au client. Mais c'est la phase où il est, j'aime le dire, relativement tranquille. Par contre, le client peut et devrait en profiter pour préparer ses scénarios de recettes pour la phase de recette qui arrivera juste après. Donc voilà. Là encore, les cabinets d'AMOA sont bien placés pour aider dans la constitution de ces scénarios de recettes. Ensuite, et en même temps c'est un peu en parallèle, j'ai un peu intégré
la phase de reprise des données, là, Laurent, la reprise des données, c'est une étape qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, effectivement, c'est une étape qui est souvent mise un peu de côté ou en tout cas traitée un peu en direct. Or, c'est une étape qui est essentielle. J'ai l'habitude de dire qu'on a beau avoir le moteur du monde, le mieux paramétré au monde avec le meilleur outil, si on a des données de mauvaise qualité en entrée, on aura forcément des données de mauvaise qualité en sortie. Alors, c'est vrai que maintenant, on a quand même 70% à 80% des données administratives et carrières qui sont des données, qui sont reprises en automatique via la DSN. Mais il reste quand même une grosse partie des données qu'on est obligé d'importer. Et cet import, en fait, il est vraiment essentiel déjà d'arbitrer. Alors, le premier arbitrage, c'est d'arbitrer est-ce qu'on prend les historiques ou pas. Bien souvent, les clients, au départ, souhaitent reprendre le maximum d'historiques. On s'aperçoit en fait, quand on creuse un peu, qu'il n'est pas nécessaire de reprendre les historiques et qu'il est préférable de reprendre la dernière situation à date, même si ça peut paraître un peu curieux au départ, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a rarement besoin d'avoir l'historique de carrière de tous les salariés. Et puis surtout, ça entraîne une complexité si on reprend l'historique bien plus grande, parce qu'effectivement, on a des changements de codification en cours du SIRH, au fur et à mesure de l'évolution du SIRH. Et donc, ça entraîne une complexité supplémentaire. Et la reprise de données, il y a des acteurs, notamment MP People. Nous, on est capable de jouer les reprises de données via des ETL et non pas via des fichiers Excel, ce qui garantit une sécurisation et une fiabilisation de la reprise de données bien supérieure, puisqu'en général, nous, on est à 99,99% de réussite du premier coup via des ETL. Ouais. Et j'ajouterais que nous, chez Talentia, en fait, on propose 2 modes de reprise des données. C'est soit le client fournit toutes les informations qu'on lui demande, soit il n'est pas en mesure de le faire ou il n'en a pas envie parce qu'il considère que la charge est trop importante. Et on propose en effet la reprise via les DSN. Donc à partir de XDSN, soit la dernière, soit XDSN, on reconstitue les situations et on est en mesure de faire une reprise des données comme ça. Mais comme disait Laurent, voilà, la DSN ne couvre pas 100% des données, donc forcément, ça nécessite une complétude a posteriori, complémentaire en tout cas. C'est cette complétude-là où il ne faut pas négliger, parce qu'il y a effectivement tous les problèmes de transcodification et surtout tout l'impact que ça va avoir derrière sur la paye. Ensuite, on a donc la phase de recette. Donc, l'objectif de la recette, c'est de valider la conformité de la solution avec le besoin exprimé durant les ateliers d'analyse. Elle commence, en tout cas chez Talentia, par la formation des utilisateurs, donc à l'outil. Et ensuite, les équipes projet clients vont devoir réaliser des tests, idéalement à partir du cahier de recettes élaboré en amont, donc celui dont je parlais tout à l'heure, avec les différents scénarios de recettes. À savoir que chez Talentia, on vous livre un fichier Excel qui vous permet de suivre l'avancement de votre recette, le calcul du pourcentage d'avancement et de validation avec ou sans réserve. Donc ça, c'est ce fichier Excel qui est constitué au moment des ateliers d'analyse, qui vous suit pendant tout le projet et qui va servir à l'avancement du paramétrage, à l'avancement de la recette. Voilà, donc il permet lors des réunions hebdomadaires de suivre, OK, cette semaine, j'en suis à tant de pourcents d'avancement de mes tests, j'ai validé tant de pourcents ou pas. Voilà, c'est un outil qui peut bien aider. La phase de recette, c'est aussi l'occasion pour le client de rédiger des process pour son utilisation interne. Et on voit aussi certains clients qui organisent des plateaux de recettes avec accompagnement des équipes Talentia. On voit ça plutôt lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs en fait chez le client. Mais c'est quelque chose qui marche très bien et qui mobilise très bien les équipes, enfin qui mobilise de façon forte les équipes. Voilà. Et donc, ça rend les tests plus pertinents. La recette doit être faite à minima sur un échantillon significatif avec les situations les plus courantes et les cas particuliers. Elle doit inclure des tests d'intégration avec les différents outils, des tests comptables, des tests de virement, des tests DSN. C'est important de balayer tous les thèmes et sujets qui doivent être recettés pendant cette période, parce que tout ce qui est recetté à ce moment-là ne sera pas une découverte à la mise en production. Cette phase de recette, elle permet aussi de valider la reprise des données et elle permet une prise en main de l'outil.
La phase recette, ça représente une charge très importante de travail, mais c'est un investissement nécessaire pour sécuriser la mise en production, donc à surtout ne pas négliger. Et j'ai envie d'évoquer un sujet sur lequel souvent les clients nous questionnent beaucoup en début de projet, c'est la paye en double. Est-ce que je peux faire de la paye en double? La réalisation de la paye en double, c'est souvent réclamé par les clients, mais il faut savoir que c'est très chronophage et pour un résultat pas toujours significatif. Je m'explique, on fait un démarrage mise en production en janvier, donc pour lequel on n'a pas besoin de reprise des cumuls de cotisation. Et je fais ma recette pendant le mois d'octobre. Du coup, je ne vais pas reprendre des cumuls de cotisations en octobre parce que j'en aurai pas besoin en janvier, donc je ne vais pas me générer cette charge de travail. De ce fait, les bulletins du mois d'octobre de ma recette, ils ne seront jamais strictement identiques à ceux que je suis en train de réaliser chez mon précédent éditeur. Oui, d'autant plus, par exemple, que on n'est jamais sûr quand il y a une divergence entre deux bulletins, c'est parce qu'on a saisi exactement la même chose sur les deux SIRH ou parce que l'ancien SIRH avait des erreurs de paramétrage, c'est possible aussi. Hein, si on change de SIRH, en général, c'est parce qu'on n'en était pas entièrement satisfait. Donc, on va perdre tellement de temps à savoir d'où vient la divergence que c'est pas pertinent et qu'il est beaucoup plus pertinent de vérifier sur un échantillon représentatif et de tester uniquement sur cet échantillon-là et de regarder si le bulletin est conforme à ce qu'on attendait. C'est un gain de temps et c'est plus efficient de faire comme ça, notamment. Et puis d'autant plus que le changement d'éditeur, généralement, ça permet de corriger, de revoir ou d'améliorer certaines règles de calcul de la paye. On change rarement de logiciel de paye pour avoir strictement les mêmes règles d'implémenter. Donc là encore, le comparatif des bulletins, il sera faussé. Néanmoins, ça peut être très intéressant pour comparer. Je veux comparer deux bulletins et pouvoir justifier les écarts. Et voilà, mais du coup, ça nécessite du travail d'analyse pour chacun des bulletins, savoir pourquoi ils sont en écart. Donc, en résumé, je dirais que ça peut être très pertinent sur une petite population, mais ça peut vite être très chronophage sur l'ensemble de la population. La phase de recette, c'est aussi l'occasion pour les équipes de commencer à se familiariser avec le nouvel SIRH. Et ça, c'est pour ça que c'est important. On peut la sous-traiter en partie à la MOA, mais seulement en partie. C'est-à-dire que le rôle de la MOA, pour moi, sur la phase de recette, ça va être de faire une pré-validation des tests, de dire que de préqualifier, on va dire, le bulletin, mais derrière, quoi qu'il en soit, le client est toujours impliqué dans la phase de recette et doit être impliqué, déjà parce que c'est lui qui doit avoir le dernier mot, mais aussi parce que, comme je le disais, c'est l'occasion de se familiariser avec le nouvel SIRH. Il ne faut pas le découvrir au moment de la production. Tout à fait. Et de plus, pendant cette période, là où il faut être le plus efficace et productif possible, c'est que, en plus de faire la recette, il faut continuer à produire la paye au quotidien. Et c'est là toute la difficulté parce que rares sont les équipes qui ne sont pas déjà occupées à 100% et qui auraient beaucoup de temps à consacrer à un projet. Voilà. C'est pour ça que nous, on conseille souvent de la MOA, mais souvent, voilà, sur la phase de recette, ça peut être un vrai plus et soulagement pour les équipes. Ça peut être de deux façons. Soit effectivement, la MOA peut aider sur la phase de recette, soit on peut aussi proposer et donc détacher la production sur la recette. Et du coup, la MOA, alors du coup, c'est plus de la MOA, mais c'était plutôt de la transition paye. On peut faire de la transition paye pour soulager les GP sur la production de la paye. C'est aussi une autre façon d'aider à la recette. Bien. Ensuite, après la phase de recette, on a donc la mise en production qui est l'aboutissement des mois de travail. J'ai envie de dire que si les étapes précédentes, et notamment l'analyse et la recette, ont été parfaitement réalisées, alors la mise en production serait une formalité. À condition tout de même d'avoir rempli quelques prérequis, si je puis dire, c'est avoir établi un plan de bascule détaillé, complet et validé par les différents acteurs du projet. Donc, au moment de la bascule, première paye, premier mois de mise en production. De bénéficier d'un accompagnement renforcé par les équipes de l'éditeur. Ça, c'est un vrai plus, voilà, et de pas se sentir seul lors de cette première paye. Et d'avoir établi des procédures de secours ou des plans B en cas de pépin. Voilà. Ah oui, j'ai quand même rajouté une petite étape après la mise en production qui me semble important, c'est l'accompagnement post-démarrage.
donc après, donc chez Talentia, les équipes de mise en place, elles prennent en charge les 2 premières payes. Et ensuite, le client est transféré vers les équipes de service client qu'on appelle Run chez Talentia. Et donc, cette étape, elle est importante. Déjà, la passation faite entre les 2 équipes. Et puis, ce transfert va permettre une stabilisation de la solution sur les mois futurs, car on sait que pour un logiciel soit parfaitement calibré, j'ai envie de dire, il doit avoir tourné au moins 12 mois, ou plutôt 12 payes, mais en l'occurrence 12 mois. Voilà, et ensuite vous serez suivi par avec des réunions mensuelles par vos interlocuteurs, et notamment pour finaliser le reste à faire s'il y en a après la mise en production, et l'identification de nouveaux besoins, comme de la formation complémentaire par exemple, qui pourrait venir après. Est-ce que Laurent, tu veux nous parler un peu de la conduite du changement? Ouais. Effectivement, il y a aussi, c'est là où l'accompagnement et la conduite du changement prend tout son sens. Alors l'accompagnement au changement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'accompagnement au changement des équipes paye, pour les aider dans les nouveaux processus. On sait bien que l'humain a horreur de changer ses habitudes, et c'est important justement d'avoir anticipé ce post-démarrage. Il y a aussi l'effet un peu deuil, je dirais, c'est-à-dire que même si le SIRH était peut-être critiqué, l'ancien SIRH était critiqué, au moment où on change, on finit toujours par dire « Ah oui, mais avant, je faisais comme ça, c'était plus simple. » C'était pas plus simple, c'est simplement qu'on avait des habitudes. Donc, c'est aussi important d'accompagner les équipes paye à cette période de transition. Mais il n'y a pas que les équipes paye, il y a aussi la RH qui a un impact, mais également les salariés. Et c'est quelquefois un aspect qu'on néglige dans une AMOA, c'est qu'un changement de bulletin, d'aspect du bulletin, c'est quelque chose qui peut être aussi, qui doit être aussi anticipé. On va pas former les salariés, évidemment, mais on peut, ne serait-ce que par une petite note, leur expliquer qu'on va changer de SIRH, que le bulletin, la présentation du bulletin va changer, et notamment, et donc avertir les salariés qui sont aussi des interlocuteurs à accompagner dans cet accompagnement au changement. Maintenant, avec Laurent, on a envie de vous, avec notre expérience cumulée à nous deux, on a envie de vous partager les pièges à éviter et puis les facteurs de réussite de ce type de projet. Donc, dans les pièges à éviter, tout d'abord, on a un calendrier trop ambitieux et des marges insuffisantes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi des tests insuffisants, des scénarios incomplets et une couverture faible des cas de risque. C'est vraiment aussi une étape essentielle, c'est d'avoir un bon plan de test bien établi et bien suivi. Mais également aussi, alors un autre piège classique, c'est une communication, c'est ce que j'expliquais, défaillante ou insuffisante, des attentes mal alignées, ça peut entraîner des rumeurs ou des pertes de confiance, et ça, c'est hyper important. On peut avoir aussi une formation planifiée trop tardivement ou inadaptée, parce que chaque utilisateur n'a pas forcément le même profil et pas les mêmes attentes en termes de formation. On peut aussi avoir un manque d'implication des utilisateurs clés et du coup une faible adoption du produit, ou encore un faible engagement de la direction ou des résistances au changement. Oui, alors on parlait de manque d'implication des utilisateurs, tout à fait Amélie, mais c'est quelquefois aussi lié à un manque de disponibilité des acteurs, avec des ressources internes qui sont sous-dimensionnées ou indisponibles. Comme on l'expliquait plusieurs fois, la ressource la plus précieuse dans un service paye, c'est le temps. On est déjà dans un service paye, en tant qu'ancien responsable paye, je sais de quoi je parle. On n'a déjà pas de temps en temps habituel, et un changement de SIRH, c'est extrêmement chronophage, et les GP, pareil, ils sont extrêmement occupés. Donc, c'est important aussi de s'assurer d'une bonne disponibilité des acteurs. On a aussi besoin que nos interlocuteurs, et notamment ceux qui nous aident à écrire les règles d'analyse, aient une bonne compétence paye et technique quand il s'agit des interfaces. Voilà. Et puis, alors, je l'avais évoqué aussi, je reparle de la reprise de données, mais effectivement, c'est un sujet essentiel. Des données sources de mauvaise qualité, avec des doublons, des champs manquants ou des incohérences, c'est un sujet qu'il faut absolument anticiper.
On a aussi le sujet des interfaces qui est important d'avoir testé pendant la phase de recette. Voilà, tester et tester la stabilité des interfaces. On a aussi le plan de bascule. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est finalement le planning de la première paye. S'il est incomplet, c'est-à-dire qu'on a oublié des étapes ou qu'il n'a pas été partagé et pas validé par tous les acteurs du projet, c'est un risque d'erreur et de mauvaises découvertes au moment de la mise en production. Et puis enfin, un support post-démarrage insuffisant ou mal défini. Une fois que la première paye est passée, il ne faut pas penser que le projet est terminé. Comme le disait Amélie, un projet de changement de SIRH, ça s'étale post-démarrage sur 12 mois, hein, le temps de tester un peu toutes les primes annuelles possibles et puis de balayer un peu les queues de comète, comme on a l'habitude de dire. C'est important aussi, cette phase de post-démarrage. Donc, tout ça, c'était les pièges à éviter. Maintenant, on propose de vous partager les facteurs clés du succès. Donc, un des facteurs clés pour nous, c'est de faire un cadrage rigoureux et réaliste, et surtout qui inclut bien tout le périmètre du projet, de ne rien oublier. Et puis aussi d'avoir un projet avec une équipe compétente, avoir les bons profils au bon moment. On le disait en préambule, hein, un bon projet, c'est une équipe pluridisciplinaire compétente et avoir aussi la disponibilité. Et puis, donc, comme je le disais, pour avoir cette disponibilité, il faut avoir un dimensionnement de l'équipe qui est adapté au projet et adapté à la charge. Une méthodologie projet structurée et maîtrisée de bout en bout, et surtout communiquer en cas de dérive. Ça, la communication entre le client et l'éditeur, c'est hyper important. Dès lors qu'on voit qu'il y a une des étapes ou un sujet qui dérive, qui est plus sous contrôle, c'est très important de communiquer pour ajuster le planning ou autre. Mettre des alertes au bon moment, pouvoir anticiper les problèmes. Et puis avoir des tests exhaustifs, on reparle encore, mais c'est vraiment hyper important de tester un maximum pendant la phase de démarrage, de manière à ce qu'on ait un taux de réussite. Alors ça aussi, l'important, c'est d'avoir des bons indicateurs, c'est-à-dire mesurer le taux de réussite, identifier aussi la priorisation des problèmes, avec des problèmes qui soient critiques ou des problèmes qu'on peut décaler. Il y a certains sujets, par exemple, où on peut se dire le premier mois, c'est pas grave, on fera de la saisie de données variables, mais on va se concentrer sur les problèmes critiques. Donc ça, c'est important aussi de mesurer et de qualifier les tests. Et puis aussi, ce qui va avec, ce qu'on expliquait aussi, c'est avoir une conduite du changement qui est proactive pour anticiper les éventuelles questions post-démarrage. Ensuite, il y a un autre facteur qui est important, c'est d'avoir le support de la direction, et surtout en cas de désaccord ou de tension, ce sera important pour garder les équipes mobilisées. D'être soutenu par sa direction, c'est important. Et puis, comme on le disait, toujours pareil, une réactivité de l'éditeur et du client aussi dans la correction des anomalies. Alors, pas pour le client, c'est pas pour la correction des anomalies, mais pour remonter au plus vite les anomalies. Et ensuite, on va avoir une formation adaptée aux utilisateurs et entre autres pour qu'ils puissent adopter le produit et qu'ils l'utilisent. Voilà. Ensuite, Laurent, est-ce que tu veux nous partager des indicateurs de succès? Comment on fait pour savoir finalement que notre projet, ça a été un succès? Voilà, c'est effectivement mesurer la réussite d'un projet à MOA, ça doit se faire de deux façons. Il y a le ressenti, mais c'est important aussi d'avoir des indicateurs qui soient formalisés. Donc, on peut avoir des indicateurs au nombre, par exemple, pendant la recette, c'est le volume de tickets qu'on a généré, le délai de réponse et surtout le taux de résolution. Après, il y a aussi classiquement, à la fin de chaque projet, on fait une enquête NPS auprès des parties prenantes. C'est important aussi, ça permet de mesurer la satisfaction. La réalisation aussi des gains attendus, on l'avait évoqué en amont quand on fait une aide au choix, on établit des critères et des gains attendus, et ça c'est important de les mesurer après pour savoir si les gains ont été réalisés. Et puis il y a aussi des gains de temps sur la production de la paye.
Il y a aussi un autre indicateur, ça peut être la réduction des erreurs. Le taux d'erreur, s'il a significativement baissé. Et la meilleure conformité réglementaire, le fait d'avoir un éditeur qui assure une conformité réglementaire, c'est aussi un plus. Et puis après, c'est toute la fiabilisation des données qui est post-paye, je dirais, le pilotage RH, facilité à faire des rapports, des bilans sociaux, des tableaux de bord, des rapports égalitaires de femmes, c'est aussi un indicateur de succès. Bien. Un petit mot sur comment garantir l'adhésion des équipes. Nous, on pense qu'il faut impliquer les utilisateurs dès la phase de la conception, communiquer régulièrement sur les avancées, c'est aussi une façon de se sentir impliqué, identifier et former des ambassadeurs, valoriser les bénéfices pour chaque partie prenante. Ça, c'est pareil, c'est hyper important que les gens voient le bénéfice de la solution ou de tel ou tel choix qui aura été fait. Il n'y a rien de mieux que pour garantir une adhésion. Et puis, gérer les résistances au changement. La résistance au changement, comme on l'a expliqué, l'humain déteste le changement et donc il est important de l'anticiper et de faire un bon accompagnement au changement. Du coup, Laurent, on avait un slide sur la conduite du changement. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il est déjà 10h14. Je propose de passer directement au retour d'expérience qui, je pense, sera très intéressant pour nos auditeurs. Pas de souci, effectivement. Effectivement, donc on vous propose le retour d'expérience sur un projet. C'était un acteur industriel multisite qui était en France avec 3500 salariés sur une paie industrialisée. Les objectifs, ils étaient plusieurs. Il y avait remplacé un SIRH en 9 mois pour modéliser les traitements. Donc 9 mois, c'est assez court quand même sur un client de cette taille. L'objectif étant de fiabiliser la DSN, de réduire les temps de production parce qu'ils avaient un SIRH qui était multiple et vieillissant. Et le calendrier, il était contraint aussi parce que l'éditeur n'assurait plus la maintenance du produit. Et donc, on avait un calendrier sur lequel on ne pouvait pas se permettre le moindre décalage. Il y avait également, en plus, un autre facteur de complexité, c'était qu'il y avait des ERP et beaucoup d'interfaces. Les défis rencontrés, c'était que non seulement donc l'éditeur, il était en fin de maintenance, mais en même temps, il y avait plusieurs bases de données, donc plusieurs sources hétérogènes qui étaient incomplètes, avec des données en doublon, des données qui étaient manquantes, avec des historiques partiels. Enfin, c'était assez catastrophique. Et en plus, pour rien gâcher, il y avait aussi une complexité des cas métiers, c'est-à-dire qu'il y avait du multi-contrat, des primes spécifiques extrêmement complexes et de la rétroactivité. Donc, il y avait vraiment un risque d'erreur chez le client qui était assez important. La solution, en fait, elle est passée par une gouvernance d'un PMO, de RACI clair et de rituels, et surtout avec des instances bien calibrées dès le départ. La reprise de données, elle s'est faite accompagnée, comme je l'expliquais, alors la partie DSN, mais surtout pour la partie autre que la DSN, par une reprise de données structurée via des ETL notamment, ce qui a permis de jouer 2 fois la reprise, donc de pouvoir alimenter une base test et de pouvoir après derrière en prod refaire la reprise de données à moindre coût, puisque cette fois-ci, comme on est en ETL, comme je vous l'explique, on n'a pas besoin de la jouer sur Excel, où là c'est extrêmement plus risqué la reprise de données. Et puis, on avait aussi anticipé la recette, notamment avec des scénarios qui étaient classés par criticité, et des campagnes de tests bien établies avec des ateliers cadencés en période hors paye pour essayer de moins solliciter les équipes paye et avec aussi un renfort de la MOA. Et puis surtout en post-paye, un rapport renforcé pour la formation notamment et puis une formation de champions internes notamment pour faire du support et pour établir de la documentation opérationnelle. La réussite, elle s'est mesurée assez facilement, puisqu'on a eu un taux de réussite des tests avant Go Live de 98% des scénarios et 0 incident critique à J+30. Donc, le conseil qu'on pourrait donner aux participants, c'est prioriser la qualité des données avant tout, formaliser les critères de go-no-go, se doter d'un sponsor et d'une équipe de direction visible pour un arbitrage rapide, et se construire un réseau d'experts opérationnels sur le terrain.
Et comme on le disait aussi, mesurer les KPI avec des tests, les tests d'incident, les attitudes de la paye, et puis suivez-les en comité. Bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. On arrive à la fin de ce webinaire. Sachez que la vidéo vous sera envoyée, donc à tous les inscrits, la vidéo sera envoyée. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a déjà eu des questions. Moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, toutes les questions ont eu réponse. Et puis sinon, pensez à noter le webinaire après la session. Votre feedback sera le bienvenu. Voilà, je confirme, il n'y a pas de questions. Donc, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci beaucoup pour votre attention. Non, un truc que j'ai oublié? Non, c'est bon. Merci, au revoir à tous. Merci à tous, au revoir.